Z alpha est égal à 0,21. Vous pouvez me chercher ça. P est égal à combien? « 0,21, c'est inférieur à 0,253. Non, la valeur de P, ça va être 0,83 maintenant. 0,80, je crois. Oui, voici, attendez. Voilà. Regardez pour faciliter. Par exemple, moi, je vous ai dit 0,21. Vous pouvez prendre 0,215. Si vous tombez sur cette valeur, vous allez 0,03 et 0,80, vous allez faire la somme. C'est 0,83. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire en conclusion? P est supérieur à quoi? 0,05. 0,05. Donc, si P est supérieur à 0,05, déjà, vous allez dire que les tests n'est pas statistiquement significatif. Exactement. La différence que vous voyez là n'existe pas. Ça n'existe pas statistiquement, c'est dû au hasard. La différence, il n'y a pas une différence statistiquement significative. C'est-à-dire l'écart entre les deux là, c'est dû au hasard, ça n'existe pas statistiquement. C'est ça la conclusion. Et ça vous permet de résoudre beaucoup de choses. Par exemple, quand vous êtes dans les essais thérapeutiques, il peut y avoir des différences, un peu de différence entre les gens, ou bien un peu d'efficacité. Mais si vous trouvez que l'efficacité là, c'est dû au hasard seulement, ce n'est pas la peine de continuer à développer, à investir davantage dans cette nouvelle molécule ou bien cette nouvelle méthode thérapeutique. C'est ça l'avantage. Maintenant, les logiciels aussi, ils vous donnent la valeur exacte des petits p. Quand vous faites l'analyse, les logiciels, ils vous donnent exactement cette valeur-là. C'est ça l'avantage aussi. Le logiciel, il ne sera pas approximatif, mais manuellement, on cherche à être approximatif. C'est bon? Oui. Des questions? Allô? Oui? Oui. Moi, j'ai une question. Le petit p, si on veut, on veut la... N'est-ce pas que c'est une probabilité? Non, petit p, c'est pas une... Petit p, comme le nom l'indique, c'est le degré de significativité. C'est à posteriori. Quand vous faites les tests, vous faites l'ensemble des méthodes, des étapes d'un test. Au finish, vous avez les petits p. C'est le petit p maintenant qui va vous permettre de dire est-ce que cette différence est statistiquement significative ou pas. Que ce soit comparaison de moyenne, que ce soit comparaison de pourcentage, que ce soit corrélation et régression. Je vous ai expliqué quand vous avez des variables quantitatives, si vous voulez chercher la liaison entre eux, ça sera corrélation ou régression. Si c'est une variable quantitative, qualitative, ça c'est moyenne. Si c'est des variables qualitatives, ça sera pourcentage. Une fois, j'avais bien expliqué ça. Oui, allô, professeur? Donc, chaque fois que vous êtes amené à faire un test, le produit final d'un test, c'est ça le degré de significativité qui nous intéresse, le petit p. La valeur du petit p, si c'est inférieur à 0,05, on va dire que la différence qu'on voit entre les deux éléments-là, cette différence existe réellement. Ou bien il y a une liaison entre les deux éléments. Oui? Quelqu'un? Oui, allô, professeur? Oui. Est-ce qu'on peut faire des séances de manipulation des logiciels par rapport à l'extraction de ces P-là? Exactement, c'est prévu pour le second semestre. Ah, ok. On a le module second semestre. Cette année, je voulais mélanger les deux, mais finalement, je n'ai pas pu faire cette approche. Ok, merci. Mais quand on va arriver au second semestre, vous allez comprendre. Je vais vous donner les bases. On va analyser. Il va vous donner le petit p directement. Ok, merci. C'est ça. Parce que statistique, c'est ce que je vous dis. C'est la matière fondamentale pour l'épidémio
pour santé publique, tout part du statistique. Donc, si vous comprenez statistique, quand on vous dit moyenne, c'est quoi? Vous devez savoir que c'est la somme des observations divisées sur l'effectif. Dans quelle situation la moyenne n'est pas... si vous avez une série avec des extrêmes, l'amplitude est très grande, il est préférable d'utiliser la médiane qui est la moyenne. Donc ça, c'est des situations que vous devez comprendre. C'est bon? Oui, une dernière question. En fait, notre distribution, quand dit-on que vous avez dit notre distribution suit une loi normale? Oui, il y a un autre test pour faire ça, le test de Kolmogorov, c'est ça, non? C'est ça. Okay. Les trois là. C'est-à-dire, il y a un test pour vérifier ça. Quand vous le faites sur le logiciel même, il va vous donner les résultats de ces tests. Il y a un autre test pour vérifier que la distribution est normale. Mais manuellement, on considère que c'est normal. Mais sinon, si on le fait sur le logiciel, il va nous donner les résultats de ces tests-là. Ok. Oui. Professeur? Oui. Maintenant, par rapport à l'interprétation de P, au fait, bon, dans la littérature, à vrai, bon, c'est qu'on a officiel la faculté, c'est-à-dire que P, c'est-à-dire c'est le risque de tromper en affirmant que soit on rejette l'hypothèse nulle ou bien on ne rejette pas l'hypothèse nulle, c'est-à-dire l'erreur de type 1. Donc, plus P est faible, plus vous avez raison de dire, de rejeter ou bien d'accepter votre hypothèse. Et plus P est grand, plus vous avez l'erreur de vous tromper. C'est-à-dire que vous êtes en train de rejeter ou bien d'accepter votre hypothèse à tort. C'est un peu ça. Donc, comme vous dites que quand P est supérieur à 0,05, parce que ça, c'est la seuil. Le seuil, je vais dire. Donc, du coup, ça me fait un peu... J'ai dit inférieur. Voilà, P doit être inférieur à 0,05. Non, j'ai dit P inférieur. Oui, j'ai dit inférieur, c'est-à-dire c'est la valeur qu'on a calculée qui est. J'ai dit P inférieur. Regarde. Je ne sais pas comment j'ai écrit. Sinon, c'est P doit être inférieur. Voilà. Comme notre P est supérieur à 0,05, quoi. Donc, peut-être que, voilà, on peut quand même le dire, mais bon, il y a des risques. Oui, tu vois, oui, c'est ça, le degré de signification. Oui, c'est ça, j'ai dit. Généralement, bon, ça, regardez, le P qu'on a calculé, c'est supérieur à 0,05. Voilà. Oui, en ce moment, il n'y a pas de différence. En conclusion, il n'y a pas de différence statistiquement significative. Oui, oui, ça c'est vrai. Mais ça veut dire que c'est comme ça, on a... Oui, oui, j'ai bien compris. Mais plus comme P est supérieur au seuil, donc ça veut dire qu'on a plus de risques de se tromper, en fait, de dire cette hypothèse-là à tort, quoi, de faire cette affirmation-là à tort. Non, non, écoute, on va simplifier. J'avais expliqué les risques alpha, les risques bêta. Quand on est amené à faire un test, le choix du risque, c'est ce que j'ai mis ici. Choix du risque alpha, risque de première espèce, il est de 5%. Alpha, c'est quoi? C'est la probabilité de conclure à l'existence d'une différence alors que cette différence n'existe pas. Probabilité de conclure à l'existence d'une différence alors que cette différence n'existe pas. C'est-à-dire, en faisant les tests, vous allez vous dire, dans 5%, je peux me tromper. C'est ce que j'ai dit. Les alpha là, ça c'est a priori. Oui. Quand vous finissez tous les tests, alpha devient P maintenant. Ça sera a posteriori. Oui, oui, j'ai compris ça. Maintenant, ça c'est compris. Donc, si ça c'est compris, c'est en ce moment, on va utiliser alpha et bêta pour dire que on va se dire risque première espèce et risque deuxième espèce. Maintenant, quand vous avez votre P à la fin du test,
plus P est inférieur, plus ça veut dire que cette liaison est forte ou cette différence est très marquée. Voilà, j'ai bien, c'est ça. C'est compris? Oui, oui, comme notre deuxième P alpha, non, comme notre deuxième alpha est supérieur au premier alpha, c'est ça ce que je suis en train de dire. A posteriori, c'est supérieur a priori, quoi, que a priori. Exactement. Voilà. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Il y a des questions. Puissance, là, on ne va pas rentrer dans ça. Ça, c'est pour vous compliquer les choses. Mais on les laisse telles quelles. C'est bon? C'est bon pour l'exercice? Je pense que c'est bon. Oui. Ok, donc je vais arranger ça très bien, expliquer davantage, partager avec vous. Ok, merci. Bon, aujourd'hui, c'est sûr, vous n'avez pas fait l'indicateur cette année, non? N'est-ce pas? Sauf si le docteur Hervé répond à ça. Non, on n'a pas fait ça. Non, okay, on n'a pas fait l'indicateur avec vous. Ok, donc on va commencer ça. C'est bon? Vous avez la diapositive? Oui. Je disais ce chapitre aussi, c'est un chapitre transversal en santé publique. Il y a certains, ils enseignent ça en épidémie, d'autres enseignent ça en statistique. Est-ce qu'en statistique, on n'a même pas vu une partie? On va défiler ensemble rapidement. Donc, les indicateurs, c'est quoi? Voici les objectifs. Il faut connaître les principaux indicateurs. C'est-à-dire, nous, dans tous les jours, dans nos travaux, ça c'est tout le monde. Dans le domaine de la santé, on est appelé à utiliser des indicateurs. Donc, il faut connaître ces principaux indicateurs de mortalité, morbidité, leurs intérêts et leurs limites. Maintenant, ça, c'est la définition d'un indicateur. Vous avez ça, non? Vous êtes en train de suivre? Oui, oui, on suit, professeur, on suit. D'accord. Un indicateur ici. Et nous suivons. Ici, on dit que c'est une variable. Donc, vous connaissez déjà une variable. On a vu ça depuis le début de la statistique. Variable, c'est une caractéristique, un facteur susceptible de prendre des valeurs en fonction de l'individu ou du sujet. L'individu, ce n'est pas forcément l'être humain, ça peut être d'autres choses. Donc, qui peut être mesuré directement et permet de décrire l'état de santé des individus d'une communauté. Il y en a plusieurs indicateurs. On va continuer. Maintenant, en santé publique, ces indicateurs sont utilisés, bien sûr, dans les démarches diagnostiques. Ok, d'accord, d'accord. Ils sont également utilisés pour exprimer les besoins, les problèmes de santé d'une population donnée. Par exemple, ceux qui ont beaucoup travaillé au Mali, au niveau district, au niveau aire de santé, vous connaissez déjà, quand on vous donne la population, vous connaissez déjà quelle est la part des moins de 9 ans, les moins de 14 ans. C'est pour faire vos estimations, vos besoins. Vous connaissez déjà aussi le nombre d'habitants de votre aire de santé, de votre district sanitaire, de votre région. Donc, comment faire le diagnostic de l'état d'une population? Il y a également les approches par indicateur. Qui dit indicateur dit également il faut une formule derrière. Donc, ces formules aussi, il faut collecter les données. Par exemple, si je vous dis prévalence d'une maladie, c'est tous ceux qui ont la maladie, les anciens et les nouveaux cas, sur la population. Donc, vous devez connaître ces personnes-là qui ont la maladie, que ce soit les nouveaux et les anciens. Donc, ça demande une collecte des données.
Donc, voici quelques indicateurs. Il y a les indicateurs sociodémographiques. C'est des indicateurs transversaux que nous utilisons, que d'autres domaines peuvent l'utiliser, comme l'économie, comme développement social. Il y a des indicateurs de ressources et d'activité du système de soins. Donc, ces indicateurs, probablement, c'est nous. Par exemple, quand on vous dit le nombre de lits d'hospitalisation par habitant, ça, c'est un indicateur d'activité du système de soins. Ou bien le nombre de médecins par habitant, le nombre d'agents de santé par habitant. Ça, c'est des exemples d'indicateurs de ressources et d'activité du système de soins. Il y a également des indicateurs d'exposition. Par exemple, quand vous voulez travailler sur le tabac, ou bien vous voulez travailler sur un cancer professionnel, par exemple, ceux qui ont travaillé dans les bâtiments avec l'amiante, on sait que s'ils sont exposés, une exposition à l'amiante, c'est un facteur de risque pour faire des cancers bronchopulmonaires qui sont différents des cancers liés au tabac. Donc, après les indicateurs, les déterminants de la santé, nous avons les états de santé. Vous savez, l'état de santé, c'est un continuum. On peut être en bonne santé, on peut être malade, et la finalité aussi, on peut mourir. Donc, à tout cet état, il y a des indicateurs. Donc, ça, c'est les qualités d'un indicateur. C'est l'exactitude. C'est-à-dire, c'est vrai, en statistique, on dit parfois, on fait en sorte pour avoir une valeur approchée. Maintenant, la valeur qu'on a, on doit faire en sorte que cette valeur soit exacte, que ça reflète la réalité. Deuxième qualité, c'est-à-dire chaque fois que vous êtes dans la même situation, vous devez avoir la même valeur. Ça, c'est la fidélité. Les chiffres doivent être exacts, fidèles. Les données doivent être exactes. La sensibilité aussi. La sensibilité, c'est-à-dire quand il y a un faible changement, on doit être en mesure de les rapporter dans la mesure de l'indicateur. Et sur le plan pratique aussi, quand vous êtes amené, que ce soit dans vos projets, que ce soit dans vos activités, quand vous devez travailler sur des indicateurs, vous devez faire en sorte que ça soit simple à calculer et simple à obtenir aussi. Parce que si vous avez un indicateur avec des éléments complexes, dans la pratique, ça va vous rendre le travail difficile. Donc ça, c'est l'état de santé, par exemple. Regardez, c'est un continuum. On a bon état de santé, non-santé et décès. Quand on est en bon état de santé, la mesure qu'on utilise, ça, c'est les échelles de qualité de vie. Il y a des échelles pour mesurer la qualité de vie, mais en pratique, on le fait, mais en pratique, c'est des échelles qui ne sont pas tellement utilisées, nous, dans nos pays. Sinon, nous, je me souviens quand je faisais ma spécialité, c'était dans un autre pays, on a eu à faire cette mesure qualité de vie à travers une échelle. Il y a des échelles génériques, ça s'applique à l'ensemble de la population. Il y a des échelles spécifiques. Par exemple, ceux qui ont des cancers, on va mesurer leur qualité de vie. Non état de santé, on va calculer les indicateurs de morbidité. C'est-à-dire chaque fois qu'on tombe malade,
ça c'est morbidité. Les décès, ça c'est les indicateurs de mortalité. Donc nous, ce qu'on va voir ensemble, c'est surtout les indicateurs de morbidité et les indicateurs de mortalité. Donc morbidité, ça c'est maladie. Indicateur de mortalité, c'est lorsqu'il y a décès. Ça, je ne sais pas si on a vu proportion, ratio et taux. On a vu ça dans le stade descriptif. Bon, je reviens, même si on a vu. Donc, c'est des mesures qui sont utilisées aussi bien pour la démographie que dans le domaine de l'épidémiologie. Maintenant, on va expliquer proportion. Proportion, c'est simple aussi. Hein. C'est le rapport des deux effectifs dans lesquels le numérateur est inclus dans le dénominateur. Donc, chaque fois que vous avez le numérateur qui est inclus dans le dénominateur, ça c'est une proportion. Quand vous prenez une classe, vous voulez connaître l'effectif des hommes, vous voulez connaître la proportion des hommes. Le numérateur, ça sera les hommes. Le dénominateur, ça sera les hommes plus les femmes. Donc, ça revient à une proportion. Donc, c'est ça, proportion. Chaque fois que le numérateur il est inclus dans le dénominateur, ça, c'est une proportion. Voici un exemple. Effectif de la population 1 sur l'effectif de la population 2. Et une proportion, c'est toujours comprise entre 0 et 1. Maintenant, vous pouvez l'amener en pourcentage en 1000. C'est compris entre 0 et 1, une proportion. Ratio, à la différence de la proportion, le numérateur, il n'est pas inclus dans le dénominateur. Ratio, c'est ratio homme, ratio femme. Ratio homme, c'est quoi? Vous prenez les hommes divisés sur les femmes. Vous voyez, ratio agent de santé par habitant. Donc, ça sera seulement les agents de santé sur la population générale. Donc, c'est ça les ratios. Le numérateur n'est pas inclus dans les dénominateurs. Mais ce qui est intéressant dans un ratio, statistiquement, il faut que les deux éléments soient mutuellement exclusifs. Si on a l'un, on n'a pas l'autre. C'est ça un ratio. C'est la première ligne. Là. Mutuellement exclusif. Si on a l'un, on n'a pas l'autre. J'avais expliqué ça quand on faisait l'introduction à la probabilité. C'est ça l'intérêt des ratios. C'est-à-dire chaque fois que vous êtes dans cette situation avec deux valeurs mutuellement exclusives, vous pouvez calculer les ratios. C'est pour cela qu'on calcule les ratios homme-femme. Ratio, peut-être les économistes ils peuvent calculer ça, ceux qui habitent dans les zones rurales et dans les zones urbaines. Donc c'est ça un ratio. Il faut que si on a l'un, on ne peut pas avoir l'autre. C'est-à-dire la même chose ne peut pas appartenir des deux côtés. Quand tu es homme, tu es homme. Quand tu habites en milieu rural, c'est seulement rural. C'est ça mutuellement exclusif. Donc voici des exemples. C'est intéressant ici. Regardez, on a pris des carottes et des betteraves. Donc on peut calculer les ratios ici. Parce qu'ils sont différents. Il ne peut pas être betterave et carotte en même temps. Donc, regardez, les numérateurs, c'est 4, les dénominateurs, c'est 5. Donc, ratio carotte sur betterave, c'est 0,8. Ça veut dire, si c'est 0,8, déjà, ça veut dire qu'on a moins de carottes par rapport aux betteraves. Si le ratio est supérieur à 1, ça veut dire ce qu'on cherche là, ce qu'on veut exprimer, il y a plus. Si je vous dis ratio homme-femme est égal à 1,2, ça veut dire qu'il y a 1,2 plus d'hommes que de femmes. Ou bien ratio milieu rural
Le milieu urbain et rural au Mali, c'est 0,80. Ça veut dire on a plus de personnes dans le milieu rural qui dans le milieu urbain, parce que c'est inférieur à 1. Donc, en ratio, c'est ça. Le numérateur n'est pas inclus dans les dénominateurs. Les taux, c'est intéressant. C'est-à-dire, chaque fois qu'on vous dit taux, il y a cette notion du temps. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une forme particulière de la proportion qui prend en compte la notion du temps. Il y a la formule générale. C'est cette formule générale qui est appliquée pour faire... Professeur, je peux poser une question, mais à la fin. Non, vas-y. Et c'est par rapport au sexe. Bon, c'est par rapport à la calcul du ratio de façon générale. Maintenant, c'est quoi l'intérêt statistique? Vu nous pouvons déjà calculer la proportion. Par exemple, si on prend les sexes, on peut calculer la proportion des hommes par rapport à la population générale. Maintenant, c'est quoi l'intérêt statistique du ratio en tant que tel? L'intérêt statistique réside dans cette définition-là. Le fait que c'est deux événements mutuellement exclusifs. Maintenant, pour ça, on ne peut pas... oui? Quand on a des événements mutuellement exclusifs, on a l'intérêt de calculer un ratio. À la différence de la proportion, on peut avoir plusieurs modalités. Par exemple, on a dit que le numérateur, il est dans le dénominateur, dans proportion. Si je prends l'exemple de la population malienne, si on classe la population en fonction de leur milieu de résidence, zone urbaine, zone semi-urbaine, zone rurale, on a 3 modalités, n'est-ce pas? Donc, les 3 modalités, moi, je peux dire que ceux qui habitent dans la zone semi-urbaine, ça représente 30% ou 40%. Donc, quand j'emploie semi-urbaine, ça sous-entend qu'il y a urbaine, il y a rural. N'est-ce pas? On n'a plus de 2 modalités. Mais si on est devant 2 modalités seulement et c'est mutuellement exclusif, c'est un ratio qui est adapté. Chaque fois qu'on est devant une situation avec des événements mutuellement exclusifs, c'est quoi? Si on a l'un, on ne peut pas avoir l'autre. C'est le ratio qui est adapté. Donc, quand on vous dit sexe à ratio, c'est 2 ou c'est 1,5, c'est ça qui est adapté par rapport à la proportion. Oui, parce que généralement dans les thèses, là, on voit que les gens, on calcule la proportion et on calcule les sexes à ratio en même temps. Quand même, statistiquement, c'est l'autre là qui est adapté, ratio qui est adapté, parce que c'est événement mutuellement exclusif. C'est bon? Ok. Oui, c'est bon. Ok. Bon, il y a l'intérêt aussi, il n'y a pas d'unité. Hein. Il n'y a pas d'unité avec un ratio. D'accord, merci. Maintenant, taux, j'avais dit taux, c'est une forme particulière de la proportion. Son avantage est qu'il prend en compte la notion du temps et il mesure la vitesse d'apparition d'un phénomène dans la population. Donc, ça, c'est la définition générique des taux. Quand on vous dit taux de mortalité, taux, chaque fois on utilise taux, ça, c'est la définition générique. C'est le nombre d'événements sur nombre de personnes temps à risque. Ça veut dire nombre d'événements au cours de la période. Sur la même période, vous avez combien de personnes qui étaient à risque de faire l'événement. Donc, c'est ça l'avantage du taux. Ça, c'est la définition générique. On va le voir un peu quand on rentre dans mortalité ou bien dans les calculs des taux d'incidence. Il faut bien retenir ça, c'est le nombre d'événements sur nombre de personnes temps à risque. Ça, c'est la définition générique, quoi. Personnes temps à risque, on va vous montrer un exemple. Il y a un exemple ici. Là.
Je vais vous montrer ça. Donc, l'exemple. Non, quand on va arriver, on est dans la généralité. Après, on va rentrer dans le détail. Mais il faut retenir cette définition. Le numérateur, c'est le nombre de personnes temps à risque. Ok. C'est bon? L'indice, le voilà, permet d'estimer une proportion lorsque le dénominateur ne peut être correctement estimé. Donc, chaque fois que vous ne pouvez pas avoir la vraie valeur du dénominateur, ça devient l'indice pour une proportion. Donc, on va voir les indicateurs de morbidité. J'avais dit morbidité, c'est en rapport avec la maladie. C'est clair? Quand on dit morbidité, ça c'est en rapport avec la maladie. Donc, généralement, les indicateurs de morbidité, on peut avoir ces informations dans nos outils utilisés pour déclarer les maladies à déclaration obligatoire ou à notifier les maladies à déclaration obligatoire. Nos registres de maladies, par exemple, vous avez registre de cancer, registre fistule vésico-vaginale, registre cancer du sein, ainsi de suite. Les données de la surveillance, les données hospitalières et dans certaines situations, ça peut être des enquêtes aussi. C'est-à-dire que vous allez faire des enquêtes ponctuelles pour déterminer les données. Ça, c'est les éléments, les sources utilisées pour les informations servant à calculer des indicateurs de morbidité. Donc, indicateur de morbidité, il y a deux éléments surtout. La prévalence ou l'incidence. Prévalence ou incidence. Donc, la prévalence, c'est quoi? C'est la proportion de sujets malades dans la population susceptible de présenter la maladie. Donc, quand je vous dis proportion, vous savez déjà que c'est le numérateur qui est inclus dans le dénominateur. N'est-ce pas? Donc, quand je vous demande prévalence du diabète au Mali, ça sera tous ceux qui ont diabète, les anciens et les nouveaux cas, sur la population susceptible d'être diabétique. Ça veut dire, dans les dénominateurs, on a les diabétiques aussi. Professeur. Oui. Donc, on peut dire la population à risque. Non, gardons ça, on va comprendre par la suite. Bon, ok. Parce que population à risque, c'est adapté surtout pour l'incidence, quoi. Okay. Prévalence, c'est tous ceux qui ont la maladie, les anciens et les nouveaux cas sur la population. La population générale ou... Non, prenons population générale. Ok, parce que vous avez dit la population susceptible. Exactement, j'ai compris. Ok, oui. Merci. Maintenant, ça c'est comment mesurer la prévalence. Vous allez prendre la formule M, c'est le nombre de malades, et N est le nombre total de sujets. J'avais expliqué, malades, c'est tous ceux qui sont malades ou les anciens malades. Prévalence, c'est surtout utilisé pour les maladies chroniques. Donc, c'est l'ensemble de ceux qui ont la maladie ou bien qui ont été malades sur l'ensemble de la population. Donc, ça revient ici, le nombre total des sujets qui est N, qui est les malades et les non malades. Donc, prévalence, c'est surtout utilisé en santé publique. C'est bon? Quand je vous dis la prévalence des HTA au Mali est de 6%, ça veut dire le numérateur, j'ai l'ensemble des sujets qui ont HTA, les anciens et les nouveaux, sur le total de la population malienne. Ceux qui sont malades de HTA et ceux qui ne sont pas malades de HTA. Maintenant, l'incidence, regardez, il faut suivre l'incidence. L'incidence, c'est intéressant. L'incidence, à la différence de la prévalence qui comprend les anciens et les nouveaux cas, l'incidence, c'est seulement les nouveaux cas. Les nouveaux cas d'une maladie.
Donc, ça quantifie la surveillance, la survenue de nouveaux cas de maladies par unité de temps dans une population. Ça nous renseigne également sur la vitesse d'apparition des nouveaux cas d'une maladie. L'incidence, c'est les nouveaux cas. Prévalence, c'est les anciens et les nouveaux cas. C'est dans l'incidence maintenant, il y en a deux, ou bien trois même. Densité d'incidence et incidence cumulée. Taux d'attaque, il faut oublier, c'est comme, je vais expliquer, mais il faut retenir qu'il y en a deux surtout. Densité d'incidence et incidence cumulée. Et les calculs diffèrent. Densité d'incidence, c'est en ce moment, on aura une idée sur la vitesse d'apparition de la maladie. Densité d'incidence, c'est ça la vraie incidence, ou un vrai taux d'incidence. Ça nous donne quoi? Nombre de nouveaux cas par unité de temps sur taille de la population à risque. Si les durées d'observation diffèrent, la taille de la population à risque est mesurée en personnes temps. Personne temps, c'est somme des durées individuelles de participation. Quand je vous ai donné la formule pour taux d'incidence, je reviens. Pour taux, regardez, on a dit c'est nombre d'événements sur nombre de personnes temps à risque. Donc, c'est ce qu'on va utiliser dans notre incidence ici. Le dénominateur, c'est personnes temps à risque, c'est la somme des durées individuelles de participation. Taille de la population à risque. Personnes temps à risque. Voici un exemple. Vous allez voir, dans les deux situations, on n'a pas les mêmes incidences. C'est-à-dire, ça, c'est des enfants. Regardez, on a voulu calculer l'incidence dans les deux situations. Il y a quoi? Il y a A1, A2, A3, A4, B1, BD. C'est des sujets. On a fait le suivi pendant 6 mois. Le sujet A1, lui, il a participé pendant les 6 mois. Il n'a pas développé l'événement. Le sujet D, il a participé 6 mois. Le sujet 3, il a participé pendant 6 mois. Le sujet 4, il a participé pendant 3 mois et demi, il a développé la maladie. Le sujet B1 a participé pendant 3 mois, il n'a pas développé la maladie, mais il est décédé. Le sujet BD, lui, il a participé pendant 4 mois, il a développé la maladie. Donc, on a dit densité d'incidence, ça correspond à nombre de nouveaux cas par unité de temps. Pendant le temps, le nombre de nouveaux cas, c'est combien ici? Ceux qui ont développé la maladie, c'est ça le nouveau cas? 2. 2, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, le dénominateur, c'est ça, comment on va calculer? Taille de la population à risque. Pendant combien de temps ces gens-là étaient à risque? On a dit que lui, il a participé pendant 6 mois. Donc, les 6 mois, il était à risque. Lui, pendant 6 mois, il était à risque. Lui, pendant 3 mois et demi, il était à risque, puis il a développé la maladie. Il a participé 3 mois et demi. Lui, il a participé 3 mois avant de décéder. Donc, les 3 mois qu'il a participé, il était à risque. Tant que tu n'as pas développé l'événement, tu es toujours à risque. Donc, c'est ça, la définition classique taux. Nombre, nouveaux événements sur population à risque pendant le temps. On est toujours dans la même définition. Regardez, taille de la population à risque. Donc, comment calculer cette population à risque? Personne temps. Personne temps. Regardez, on a les calculs ici. On est en train de calculer. Et regardez, lui, il a participé pendant 6 mois. Voici les 6. Lui aussi, il a participé pendant 6 mois. Voici les 6. Voici les 6 encore. Voici 3,5 mois. Lui, c'est 3 mois.
Lui, c'est 4 mois. Donc, regardez. 3,5, 3 mois avant de décider. Et lui, c'est 4. Donc, on vient. C'était 2 groupes. Regardez les 2 groupes là. C'est comme ça qu'on a fait. Groupe A et B. Donc, comment on va calculer l'incidence pour le groupe A et l'incidence pour le groupe B? Le groupe A, on a eu un seul qui a développé la maladie. Et voilà. Le numérateur, c'est 1. Le groupe A, toujours, quand on fait la somme de ça, 6, 6, 6, ça fait 18. 18 plus 3,5, ça fait 21. Donc, le dénominateur, c'est 21,5 personnes moins. Donc, ça correspond à 1 cas pour 21,5 personnes moins. On peut les ramener à 100. Donc, si on ramène à 100, c'est 4,7 pour 100 personnes moins. Comment on a trouvé 4,7? On va dire que 21,5 donne 100. Donc, 4,7 va donner... Non, X va donner 100. C'est la règle de 3, quoi. C'est en ce moment on a trouvé 4,7. 1 K donne 21,5. XK va donner 100. Donc, X est égal à 100 divisé par 21,5, ce qui va nous donner 4,7. C'est compris? Donc, ça, c'est taux d'incidence ou densité d'incidence. Les numérateurs pour taux, c'est nouveau événement. Les dénominateurs, c'est personne temps à risque. Personne temps, ici, le temps utilisé, c'est mois. Personne à risque, c'est 21,5. Pour B, on va revenir, vous allez comprendre. Et regardez B. B1, lui, il a participé pendant 3 mois avant de décéder. BD, il a participé 4 mois avant de faire la maladie. Donc, il y a eu un cas seulement. Un cas. Et le dénominateur, c'est 7 personnes moins. Comment on a trouvé 7? On a ajouté le temps de participation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça correspond à 7 personnes moins. Donc, ça correspond à un cas pour 7 personnes moins. Donc, c'est la même règle de 3. On a ramené un cas donne 7 personnes. XK va donner 100 personnes. 100 personnes, c'est facile à dire. C'est la même situation. Dans certaines présentations, on va vous dire que l'incidence, c'est l'incidence du cancer du sein, c'est 18,8 pour 100 000 pour 10 000 habitants par an. Ça veut dire quoi? On a pris l'ensemble de ceux qui sont à risque de développer cancer du sein, c'est-à-dire les femmes en âge de procréer. On a observé pendant une année. On a regardé ceux qui ont développé la maladie. Mais quand tu développes la maladie, tu sors de cette surveillance. Quand tu décèdes, tu vas sortir aussi. Donc, ceux qui ont développé la maladie, c'est les numérateurs. Et les dénominateurs, c'est le temps de participation de chaque dame qui était à risque, la somme de ça. Est-ce que vous comprenez? Oui, professeur. Ça va? Oui. Ok, donc c'est ça, densité d'incidence. On a dit qu'il y a densité d'incidence, il y a incidence cumulée. Vous allez voir, l'incidence cumulée, c'est facile, mais c'est densité d'incidence là. Dans ces calculs, vous allez utiliser personne temps à risque. Mais je reviens encore, ça découle de cette définition du taux. Taux, c'est nombre d'événements sur nombre de personnes temps à risque.
temps, c'est le temps de participation. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 mois, ça peut être 1 année. Par exemple, les études sur les cancers, survie à 5 ans. On va prendre 5 ans. On va voir dans 5 ans ceux qui ont survécu. Mais ici, on avait pris juste 1 mois pour faciliter. Sinon, ça peut être 1 an aussi. Donc, on a ramené les cas au lieu de 1 cas pour 21 personnes mois, on a ramené ça à 4,7. Comment on a trouvé 4,7? On a fait la règle des 3. 1 cas donne 21,5 personnes mois. X cas va donner 100 personnes mois. Pourquoi 100 personnes mois? C'est pour faciliter. Peut-être on pouvait amener ça à 10 000 ou à 1000. Quand vous amenez ça à 1000, quelqu'un peut faire le calcul. 1 cas donne 7 personnes mois. X cas donne 1000 personnes mois. Donc, comment avoir ça? Pour le B, c'est 142,8. Donc, 142,8. Ouais. OK, donc ça veut dire le principe est compris alors. C'est ça. C'est bon? Oui, c'est bon. OK, donc on peut avancer. Maintenant, densité d'incidence cumulée. Le numérateur, c'est le nombre de nouveaux cas apparaissant dans une période de temps. Et le dénominateur, c'est le nombre de personnes exposées au risque de développer la maladie au début de la période considérée. Quelqu'un m'avait posé la question, pourquoi prévalence, on ne va pas prendre nombre de personnes exposées au risque. C'est surtout adapté à l'incidence, quoi. Prévalence, on prend la population en général pour faciliter. Maintenant, incidence cumulée, on va prendre les nouveaux cas sur ceux qui sont à risque de faire la maladie. Donc, regardons ensemble. C'est la même situation que l'autre. Ici, on va voir seulement. Regardez, il y a eu dans le groupe A, il y a eu 4 enfants étaient à risque, 1 a développé la maladie. Dans le groupe B, il y avait 2 enfants et 1 a développé la maladie. Et la formule, qu'est-ce qu'on a dit? Ceux qui ont développé la maladie sur ceux qui étaient à risque au début. Donc, c'est facile, les calculs. Ça sera, regardez, dans le groupe A, ça sera combien? Dans le groupe A, ça sera combien? Quelqu'un a fait les calculs. Ça sera 1 sur 4. 1 sur 4. Oui. N'est-ce pas? 0,25 et 0,50. 0,50. Donc, regardez, taux d'incidence cumulé lorsque la population n'est exposée que pendant un temps limité. C'est ça, taux d'attaque aussi, quoi. Taux d'attaque. Pour l'incidence, là, je vous ai dit qu'il y en a 3. N'est-ce pas? Densité d'incidence, c'est ça la vraie incidence. Taux d'attaque, c'est comme incidence cumulée. Maintenant, si la période est courte, on utilise taux d'attaque, surtout dans les épidémies, toxi-infections alimentaires, les grippes, on va utiliser taux d'attaque, mais ça correspond à l'incidence cumulée. Ça correspond à ça. Donc, c'est l'exemple, par exemple, ici, regardez, sur 300 personnes, 21 sujets ont fait diarrhée aiguë. Donc, ça correspond à 21 sur 300, ce qui nous donne 7%. Donc, le taux d'incidence, c'est 7%. 7 pour 100 personnes. On peut les ramener par 100. C'est comme ici aussi. On peut l'amener ici. 1 sur 25, 1 sur 4, c'est 25, non? Oui. Donc, ça peut être 25. L'incidence est de 25 pour 100 personnes. Ça veut dire pour chaque 100 personnes, 25 ont fait l'événement ou la maladie. Ici, ça sera 50 pour 100 personnes. Pour chaque 100 personnes, il y a
50 qui ont fait l'événement. Donc, vous voyez la différence. Ici, on ne va pas, pour l'incidence cumulée, on prend juste ceux qui sont à risque, le nombre au début. On ne va pas s'intéresser au temps de participation. Chaque fois que vous vous intéressez au temps de participation, ça c'est densité d'incidence ou taux d'incidence qui renvoie à la formule taux. Taux, en général, c'est le nombre d'événements sur personne temps à risque. Ça va? Oui, c'est bon. Oui, professeur, ça va. OK. Maintenant, on a fini avec l'indicateur de morbidité. On a dit ces deux éléments surtout. C'est la prévalence et l'incidence. Prévalence est utilisée surtout pour la santé publique dans la planification. Vous devez travailler sur des sujets diabétiques, vous allez utiliser la prévalence. Vous devez travailler sur ce qui font... Alors, professeur? Oui. Je vais finir. Attendez, je vais finir tout de suite. L'incidence, c'est utilisé pour la recherche clinique. L'incidence, c'est utilisé pour la recherche clinique, l'épidémiologie clinique. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser l'incidence pour calculer les survies, pour calculer les facteurs pronostiques d'un cancer, à la différence de la prévalence qui est utilisée surtout pour les maladies chroniques, pour santé publique. Oui, posez la question. Oui, c'était par rapport là où vous avez parlé du taux d'attaque. On a dit taux d'attaque. Voilà. Maintenant, maintenant, comme vous avez dit que quand on parle de taux, on doit tenir compte des personnes et de la durée. Oui. Maintenant, ici, là, je vois qu'au niveau du dénominateur, la durée n'a pas été prise en compte. Oui, oui, c'est pour cela que j'ai dit, parfois, il y a des appellations taux d'incidence cumulée. C'est comme incidence cumulée, quoi. Il faut juste retenir incidence cumulée, c'est également taux d'attaque. Au taux d'attaque. Maintenant, taux d'attaque, c'est dans quelle situation? Lorsque la durée d'incubation de la maladie est courte. C'est comme des cas de choléra, c'est comme des cas de grippe. On utilise taux d'attaque ou bien même des toxi-infections alimentaires collectives. C'est un temps très court. On se permet d'utiliser taux d'attaque parce qu'à la différence de la densité d'incidence où on vient de voir, c'est des périodes de 6 mois, une année, on peut même aller au-delà. J'ai dit que l'incidence, il y a prévalence, il y a l'incidence. L'incidence est surtout utilisée pour la recherche clinique, pour calculer la durée de survie, pour calculer les facteurs pronostiques d'une pathologie cancéreuse ou des maladies cardiovasculaires. Allô, professeur? Oui. Mais est-ce que on peut dans le cas du coronavirus? Parce que la durée d'incubation aussi n'est pas courte. Voilà. Ou bien courte, oui, on peut l'utiliser. Hein. Avec Covid, là, c'est ce que on a un document de l'OMS qui fait les rapports de situation tous les mardis et même ils ont commencé à ça. Ils donnent le nombre pour 100 000, 1 million d'habitants. On peut utiliser les deux, on peut utiliser l'incidence, mais là-bas, ils utilisent l'incidence cumulée. Voilà, parce que c'est dans les rapports que l'OMS envoie, on voit de l'incidence cumulée, mais pas oui, c'est l'incidence cumulée. Mais pourquoi ne pas utiliser le taux d'attaque? Bon, le fait que c'est devenu une pandémie, plusieurs pays sont touchés en même temps. Par exemple, si on prend choléra, c'est limité dans le temps, rapidement, on arrive à circonscrire. Si on prend grippe saisonnière aussi, c'est limité dans le temps. C'est ce qui est même écrit ici. Pendant un temps limité, on voit maintenant que ce n'est plus le cas. Donc,
Peut-être c'est à cause de ça qu'ils n'utilisent pas taux d'attaque. Ils utilisent incidence cumulée, ça correspond à taux d'attaque aussi. Si le temps est limité, on dit taux d'attaque qui est également incidence cumulée. Mais les documents de l'OMS, ils utilisent incidence cumulée. C'est ça, non? Oui, c'est ça. OK. Professeur, oui. Je voulais une précision. OK. Oui, vous avez dit que le taux d'attaque, c'était par rapport au temps, à la période d'incubation. Mais vous parlez aussi de la durée. Là, je suis un peu flou, quoi. Durée d'incubation, période d'incubation, c'est presque c'est la même chose. Maintenant, oui. Pourquoi j'ai dit durée, si vous êtes devant une situation de grippe, par exemple. Oui. Grippe, on sait que les personnes, si c'est grippe saisonnière, les personnes, généralement au-delà de 3 jours, oui. C'est bon. Oui. Ça va. La majorité, une partie négligeable vont surinfecter, mais la majorité, oui. Ils vont guérir. Donc, c'est pour cela que j'ai dit si la durée est courte, quoi. Oui. Choléra aussi. Oui. C'est une maladie rapidement contagieuse. Oui. Donc, on aura plusieurs cas. Ou bien en 24 heures déjà, vous pouvez avoir plusieurs cas. Oui. En ce moment, on dit que le temps est limité, la durée est courte. Oui. Donc, le taux d'attaque est adapté par rapport à l'incidence cumulée. D'accord, mais par rapport à l'exemple du choléra, si l'épidémie dure 4 mois, 5 mois, ça devient endémie alors. Là, on n'utilise plus le taux d'attaque. Oui. C'est au début, on utilise taux d'attaque. Si c'est plus de 4 mois comme ça, là, taux d'attaque, ce n'est pas adapté. Ok, d'accord. C'est comme maintenant. Hein. Ah bon? Merci. Oui. C'est bon, on peut avancer? Oui, je pense. C'est bon. Pour résumer, il y a également une relation entre prévalence et mesure d'incidence. Vous allez trouver ça dans les documents. En principe, prévalence égale densité d'incidence multipliée par la durée moyenne de la maladie. Quand vous connaissez la durée moyenne d'une maladie, vous prenez densité d'incidence, vous faites le produit, vous avez la prévalence. J'avais dit quoi aussi? La prévalence, c'est pour les maladies chroniques, diabète, HTA, HIV, les cancers. Et c'est surtout utilisé pour la santé publique, pour la planification. Quand on vous dit 4% de votre population sont hypertendus, vous connaissez votre population. Donc, quand vous devez mettre des mesures de prévention secondaire ou primaire, vous allez utiliser ces données pour faire la planification des activités. À la différence de l'incidence qui est utilisée. L'incidence, ça veut dire c'est les nouveaux cas. Qui dit nouveau cas dit également un suivi dans le temps. Vous allez faire le suivi dans le temps pour pouvoir détecter tous ces nouveaux cas. C'est surtout utilisé dans la recherche clinique. Dans la recherche clinique, on va utiliser l'incidence. Ces mêmes incidences-là, quand vous allez voir les modules épidémiaux, c'est les incidences-là qu'on va utiliser pour calculer notre risque relatif en matière d'épidémiologie pour dire que est-ce qu'il y a cette liaison ou pas. Et c'est l'incidence aussi qui sera utilisée pour les survies des patients qui ont les cancers ou même pour calculer les facteurs pronostiques dans les maladies cardiovasculaires. Peut-être le fait qu'on vous a dit que l'homme déjà, être homme, c'est un facteur de risque.
pour les maladies cardiovasculaires, les femmes qui sont à risque après ménopause, ça, ils ont utilisé les données de l'incidence pour faire ce travail-là. C'est pour cela que j'avais dit que c'est surtout utilisé dans la recherche clinique. Donc, on a fini avec morbidité. Morbidité, c'est des indicateurs à retenir. Prévalence, qui correspond aux anciens et nouveaux cas sur l'ensemble de la population. L'incidence, ça, c'est les nouveaux cas. Il y a incidence cumulée et densité d'incidence. On a vu les deux manières pour faire les calculs. Donc, indicateur de mortalité, on ne va pas trop rentrer dans ça. Peut-être que vous allez voir ça dans les cours que je vais préparer. Mais c'est pour vous dire que ces indicateurs aussi, ils se déclinent en plusieurs. On va voir ça ensemble. Indicateurs généraux et spécifiques. Les généraux, c'est quoi? C'est tout ce qui est, regardez les voilà. Les indicateurs généraux, c'est taux brut de mortalité. Donc, c'est le nombre de décès pendant dans la population pendant l'année T sur la population moyenne de l'année T. Donc, comment avoir la population moyenne? Tu fais la population au début plus la population à la fin, divisé par 2. Ça, c'est taux brut de mortalité. Vous avez les taux spécifiques. Taux spécifique, c'est quoi? Au lieu de prendre l'ensemble de la population, vous allez prendre une partie de la population. Nombre de décès dans la catégorie X. Peut-être si c'est les hommes, nombre de décès chez les hommes multiplié pendant une année donnée, multiplié par 1000 sur la population moyenne de la catégorie de cette année-là. Spécifique, ça peut être les enfants aussi. Si c'est les enfants, il y a la mortalité fœto-infantile. Il y a les différentes définitions. Mortinatalité, mortalité périnatale, mortalité fœto-infantile, taux de létalité. Bon, taux de létalité, ça nous intéresse. Je vais expliquer ça un peu. Taux de létalité, c'est quoi? Voici la formule. Le numérateur, c'est tous ceux qui ont la maladie donnée pendant une période et qui sont décédés sur l'ensemble des sujets qui sont atteints de la maladie pendant la même période. Par exemple, Covid, en travaillant sur les données, j'ai les données tous les jours, je travaille sur ça. Covid, c'est simple. Le dimanche, le taux de létalité, c'était 3,3. Ça veut dire quoi? Le nombre de décès, c'était 194 le dimanche. Et on avait, ceux qui ont fait la maladie, c'était 5814. Donc, tu vas diviser 194 sur 5194. Ça correspond à ceux qui ont Covid et qui sont décédés. Les numérateurs, c'est l'ensemble des sujets qui ont Covid. Donc, ça, c'est létalité. Létalité, c'était à 3,3. Ça évolue. Généralement, les maladies, que ce soit les épidémies, c'est au début, la létalité est élevée. Parce que ça trouve qu'on n'a pas commencé à faire les activités de riposte, les activités de réponse. Mais dès qu'on arrive à faire ça, ça va évoluer. Mais la situation que je voulais vous dire, dans certaines situations, on prend tous ceux qui sont décédés, y compris les cas suspects. Suspect, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une situation, tu as les signes, mais on n'a pas fait l'examen biologique ou radiologique pour confirmation d'abord. Dans certaines situations, on prend les cas suspects qui sont décédés, on met ça dans les numérateurs. Quelqu'un voulait poser une question? Je voulais poser une question par rapport à l'indice et la prévalence. La différence entre l'indice et une prévalence, oui. Oui, l'indice, on a vu que l'indice, c'est comme une proportion. Proportion, le numérateur est inclus dans le dénominateur. Mais si on est dans des situations, on ne peut pas bien
avoir les chiffres exacts du dénominateur, en ce moment, on va dire l'indice. L'indice égale proportion. L'indice, on n'a pas la vraie valeur du dénominateur. Donc, on va dire indice. C'est-à-dire proportion, ratio, taux, indice, ça c'est des éléments statistiques ou mathématiques même, statistiques. Maintenant, quand on revient à la prévalence, à l'incidence, ça c'est l'épidémie. Mais l'épidémie se sert de la statistique pour faire ces calculs. On a vu prévalence. Prévalence, en principe, ça correspond à une proportion. Parce qu'on dit que le numérateur est inclus dans le dénominateur. On dit que proportion, c'est compris entre 0 et 1. Mais on peut les ramener à 100, on peut les ramener à 1000. Donc, ça correspond à la prévalence. Juste, il faut les éléments de la prévalence. Le numérateur de la prévalence, c'est quoi? C'est les anciens et les nouveaux cas d'une maladie, ou bien d'un événement, ou bien d'une situation. Par exemple, si on dit la prévalence des fumeurs, c'est ceux qui ont fumé et ceux qui fument actuellement sur l'ensemble de la population. Ça va? Professeur. C'est bon? Oui. Hein? Oui. OK. Maintenant, létalité. On est dans létalité. Létalité, j'avais expliqué ça aussi. Donc, vous allez trouver les intérêts et les limites de ces indicateurs. Ça permet de faire des comparaisons. Dans un même pays, vous allez classer les régions, les districts. Ça peut faire une comparaison internationale. Par exemple, moi, j'ai donné létalité Covid tout de suite au Mali, c'est 3,3%. On a les mêmes informations Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée, donc on peut comparer. On peut comparer nos prévalences contraceptives, nos prévalences HTA, nos prévalences HIV avec d'autres pays. Donc, c'est ça l'intérêt. Effectivement, chaque fois qu'il y a des intérêts, il y a des limites aussi. Les limites, surtout, c'est des mesures peu sensibles. Par exemple, si nous prenons les maladies chroniques, c'est les mêmes personnes, des maladies incurables, donc ça ne va pas changer. Tant que le sujet est vivant, ça ne va pas changer. Les maladies incurables, là. Donc peut-être on va dire que la prévalence est élevée, mais c'est une maladie chronique. Prenons HIV maintenant. HIV, on sait que dans les pays développés, ils ont des HIV+, ils ont même espérance de vie que la population générale. Donc, on va continuer à penser qu'ils ont une prévalence élevée et que ce n'est pas bien, ce n'est pas un bon état de santé, alors que derrière, ils ont des politiques aussi auprès de ces personnes-là. Ces personnes vivent en même temps que la population générale. Donc, c'est pour cela qu'on dit que c'est des mesures peu sensibles. Et c'est des mesures aussi, j'avais dit, on a 3 états, bon état de santé, mauvais état de santé et décès. Bon état de santé, là-bas, on va calculer les qualités de vie. À la différence des prévalences et l'incidence et les indicateurs de morbidité, mortalité, on se résume seulement à ça, on ne va pas prendre en compte les autres aspects sociologiques, économiques, qui sont pris en compte dans la mesure de la qualité de vie. Donc, indicateur de mortalité, c'est un peu ça. Les sentiers diagnostiques. Les indicateurs démographiques. Attendez, je vais voir le reste des diapos. Oh, d'accord, on va finir tout de suite. Donc, ça c'est les indicateurs démographiques. Pyramide d'âge. Donc, pyramide d'âge aussi. Natalité, brut, taux de fécondité, vous avez vu ça aussi. Espérance de vie, c'est à la naissance, qu'est-ce qu'un sujet dans un pays ou une zone donnée peut prétendre vivre. Donc, je pense qu'on a fini.
On a fini. Je prends une ou deux questions, puis on arrête. Des questions? Allô? On est ensemble? Oui, on est là. Ah, ok. J'ai dit, je prends une ou deux questions, puis on arrête. Oui, une question, professeur. Voilà, pouvez-vous nous donner un exemple d'indice? Indice, oui, l'indice de fécondité, par exemple. Oui. L'indice de fécondité. C'est-à-dire l'indice de fécondité, c'est le nombre d'enfants. L'indice de fécondité, ça c'est un exemple d'indice. On a dit l'indice, c'est comme la proportion aussi, quoi. Oui, mais dans ce cas spécifique, vous dites que le dénominateur n'est pas connu. Si on n'arrive pas à estimer la vraie valeur du dénominateur, on parle d'indice. Oui, d'accord. Okay. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Une dernière question. Allô? Oui. Voilà, quelle est la différence entre taux de létalité et taux de létalité? Taux de létalité et taux de létalité. Non, létalité, c'est-à-dire mortalité, on le prend dans la généralité. Mortalité brute, par exemple, pour la population malienne, c'est l'ensemble des décès dans la population malienne divisé par population au début, population à la fin sur 2. Ça, c'est mortalité. Maintenant, létalité, c'est un rapport avec un événement ou une maladie. C'est quoi? C'est-à-dire, j'ai pris l'exemple de Covid. Si nous considérons Covid comme maladie, c'est tous ceux qui ont eu Covid qui sont décédés. Ça, c'est les numérateurs. Et le dénominateur, c'est l'ensemble des sujets qui ont eu Covid. L'ensemble des sujets, des personnes qui ont eu Covid. C'est-à-dire, chaque fois qu'on vous dit létalité, on va vous dire létalité pour choléra, létalité Covid, létalité méningite, létalité pour un événement donné, cancer du poumon. Quand on vous dit cancer du poumon, la létalité est de 25%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur 100 personnes qui ont fait cancer du poumon, 25 vont décéder. Quand j'ai donné l'exemple de Covid au Mali, nos chiffres maintenant, létalité, c'est 3,3%. Comment on a trouvé ces 3,3%? Les données à la date du 13 décembre, il y avait 194 décès chez les sujets qui ont eu Covid. Donc ça, c'est les numérateurs. Les dénominateurs, c'est l'ensemble des sujets qui ont eu Covid, c'est 5814. Létalité, c'est toujours en rapport avec une maladie ou un événement. C'est pour cela qu'on dit cette maladie est létale ou est très létale ou cet événement, il a causé plus de décès. Mais quand on dit mortalité brute, on prend l'ensemble des causes possibles. Ceux qui sont décédés de méningite, ceux qui sont décédés d'accidents de voie publique, ceux qui sont décédés de fusillades. On prend le tout et on divise sur l'ensemble de la population. Ça va? C'est bon? C'est bon, c'est bon. Ok. Donc, je pense qu'on peut l'arrêter. On peut arrêter pour aujourd'hui. Ok. J'avais déjà partagé le PDF avec Jacté. Je ne sais pas si vous a envoyé le cours que je viens de faire. C'est déjà envoyé. C'est déjà envoyé. Il a partagé. Ok. Ok. Avec il me reste l'exercice aussi. Oui, il me reste l'exercice 5 qu'on a fait ensemble. C'est presque fini même. Je vais juste arranger quelques éléments, puis je partage. D'accord. Bon, on va voir. Il y a un chapitre régression, corrélation. Si on va le faire la semaine prochaine. Comment on va? Je vais voir avec là. Ok, ok, donc bonne soirée à vous tous. Ok. C'est bien. Hein?
Oui, j'avais une dernière Il y avait une question? Oui, une dernière question. Oh, ok, allez-y. Par exemple, dans notre contexte, c'est-à-dire qu'on s'apaisantit un peu sur les indicateurs de mortalité et de morbidité. Oui. Voilà, je voulais savoir pourquoi on ne mesure pas la qualité de vie, par exemple. Pourquoi on attend que les gens tombent malades ou bien qu'ils décèdent pour essayer d'intervenir? Très bonne question. C'est-à-dire, nous, nos pays, en matière d'épidémie, il y a deux ou trois aspects. Il y a des pays où ils ont plus de maladies transmissibles, y compris les maladies infectieuses. Donc, leur priorité, c'est d'éviter moins de décès. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de décès chez nous. C'est pour cela que les indicateurs de décès là sont plus développés chez nous. Quand vous partez dans les pays nordiques, là-bas, c'est les maladies non transmissibles qui sont fréquentes. Il y a moins de décès. Du coup, et c'est qualité de vie qui les intéresse plus que les décès. Nous, c'est les pays où il y a plus de maladies transmissibles, y compris les maladies infectieuses avec une létalité élevée, plus de décès. Donc, c'est pour cela que ces indicateurs-là sont beaucoup calculés chez nous. Ça ne veut pas dire que les pays développés aussi, ils ne calculent pas, ils calculent, mais ce n'est pas une priorité pour eux. Les maladies non transmissibles, là, ce n'est pas une priorité pour eux. Et ils ont contrôlé ces maladies déjà. Ok, je vois bien. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est nécessaire qu'on s'occupe pour nous aussi de ça maintenant là? En tant que des spécialistes en formation, qu'on s'occupe nous aussi de prévenir. Parce qu'il y a aussi des maladies transmissibles, on peut avoir des moyens de les éviter. Ah, quand même, nous sommes en train de travailler, mais chaque continent, chaque zone a ses spécificités. Nous, c'est ça notre spécificité maintenant. Il y a même des experts qui disent que nous sommes également en transition épidémiologique. C'est-à-dire, on a les deux situations chez nous. La part des maladies non transmissibles est en train d'augmenter. En même temps, on n'arrive pas à gérer nos maladies transmissibles. Donc, on est dans une situation où on a les deux éléments. Ouais. Ok, professeur, merci bien. Ok, bon courage à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup et bon. Merci beaucoup, professeur. Ok, merci à vous. Bonne soirée. Merci. Merci.